Je vais vous parler de l'histoire d'un recueil, un recueil de dessins, dont on connaissait l'existence, mais on ne savait pas où il se trouvait. Encore, là, il y en a pour des années de recherche. Il y a des articles et des articles dans des revues spécialisées. Là, on l'a souvent cherché parce qu'il était évidemment très intéressant pour l'histoire de la... Alors, bonjour, je m'appelle Astrid Malik, je suis responsable du cabinet des estampes à la bibliothèque Stanislas à Nancy. J'ai en charge les collections d'art graphique à la bibliothèque, donc dessins, gravures, photographies, affiches. Et dans le cadre de mon travail, j'ai le plaisir de pouvoir faire entrer les nouveaux objets à la bibliothèque, donc ce qu'on appelle les acquis. Je vais vous parler de l'histoire d'un recueil, un recueil de dessins, dont on connaissait l'existence, mais on ne savait pas où il se trouvait exactement. En fait, on a souvent parlé d'un recueil de dessins, un recueil d'architecture, de Germain Maufrand, d'Emmanuel Héré, de dessins de sculpteurs du XVIIIe, qui représentaient les bâtiments de Nancy. Et ce recueil-là, on l'a souvent cherché parce qu'il était évidemment très intéressant pour l'histoire de la Lorraine, et on l'a souvent aussi confondu avec des recueils déjà existants, des recueils de calques faits par Prosper Moret par exemple, ou des recueils qui se trouvent aussi conservés dans les institutions culturelles. Mais en fait, ce recueil-là ne correspondait pas du tout à ce qui se trouvait déjà dans les collections. Dans une carrière, de temps en temps, on cherche, et puis les chercheurs posent des questions aussi, parce que ils fouillent dans les publications du 19e, et là on voit des descriptions d'un recueil de dessins, etc. Est-ce que la bibliothèque, il y a des dessins de Germain Maufrand, est-ce que par hasard vous ne conserveriez pas ce fameux recueil dont monsieur Untel parle dans La Lorraine artiste ou dans les mémoires de l'Académie de Stanislas? Malheureusement non. On n'a pas ce recueil-là, on aimerait bien pouvoir le trouver, mais effectivement, nous ne l'avions pas. On a vu apparaître, en fait, on sait que cet ouvrage-là a été vu, ou en tout cas, on en a connu l'existence. Cet ouvrage-là a été vu par quelqu'un à Nancy dans les années 1980. Il y a quelques photos qui ont été prises à ce moment-là, dans les années 80, mais on n'a jamais eu d'indice pour avoir le nom du propriétaire, ni même savoir où se trouvait l'objet. Donc, ces quelques photos qui ont été prises ont permis de documenter l'histoire de l'architecture, ou voilà, sur les éléments qui ont été pris en photo, mais ça n'a été que très partiel, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques photos qui ont été prises, et puis voilà. Et puis depuis les années 80, on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas eu d'indices qui nous permettaient de savoir. L'a-t-on vraiment cherché? A-t-on vraiment fait une enquête poussée? Probablement pas, puisqu'on se dit toujours que le patrimoine, à un moment donné, son histoire aussi, il est entre des mains privées, et puis à un moment donné, il réapparaît sur le marché public, et puis à un moment donné, ça rentre dans des collections publiques. Donc du coup, on fait aussi avec l'histoire un petit peu du patrimoine, ça fait partie de l'histoire du patrimoine, tout ça. Donc on est content aussi quand à un moment donné, l'objet réapparaît, et qu'on a la possibilité de le faire rentrer dans les collections publiques. Et récemment, on a reçu un coup de téléphone qui nous dit qu'un propriétaire proposait à la bibliothèque un recueil de dessins d'architecture du XVIIIe. Alors évidemment, quand on entend ça, la première chose à laquelle on pense, évidemment, moi j'ai pensé à ce recueil-là, parce qu'il est, entre guillemets, connu, sans vraiment être connu, et parce qu'on a envie de le trouver, parce que ce recueil-là, il est important, et que, évidemment, on a envie que ce soit celui. Alors, pour l'étude du recueil, évidemment, il a fallu qu'on s'accompagne de chercheurs, parce que moi je ne suis pas spécialiste de l'architecture du XVIIIe siècle, donc il faut demander de l'aide, et l'aide on sait. Donc cette personne, c'est Thierry. Bonjour, je m'appelle Thierry Frantz, j'ai la chance d'être doctorant en histoire de l'art. Je termine ma thèse consacrée aux résidences ducales de Lorraine au début du XVIIIe siècle, et j'ai aussi la chance d'être responsable du musée du château de Lunéville. Alors j'ai sous les yeux l'un des nombreux petits trésors, même grands trésors de ce recueil, totalement inédit. Il n'était pas du tout connu par les copies du 19e siècle. C'est un dessin, une sorte de presque une caricature, en tout cas on sent qu'il y a une charge derrière, un règlement de compte en tout cas.
Alors on voit comme ça un sculpteur avec une mine assez renfrognée qui est en train de terminer un grand groupe qui se situe devant le château de la Malgrange, dont on reconnaît très bien l'un des pavillons. Tout ça est confirmé par les comptes du bâtiment lui-même. Alors ce groupe sculpté, il nous montre, selon le langage allégorique du temps, une figure d'un dieu barbu tenant une faux, c'est donc le temps lui-même, qui est en train de dévoiler une jeune femme nue qui symboliquement représente la vérité. Donc c'est le temps dévoilant la vérité. Donc on en est amené à des conjectures, hein. Quand on réfléchit à tout ça, on voit ce sculpteur comme ça qui a l'air un peu fâché, dans ce très beau dessin, hein, très rapidement réalisé. Il y a sans doute un règlement de compte derrière tout ça, hein. On est sans doute proche d'une histoire à la Dynastie ou à la Dallas, parce que quand on revient aux archives et même aux correspondances du temps, on sait que sur les chantiers du duc Léopold en Lorraine, et notamment parmi les sculpteurs, il y avait des tensions assez vives entre certains d'entre eux, et notamment une histoire de famille entre Pierre Dumont, un grand sculpteur venu notamment à la Malgrange, et son fils, François Dumont, qui va venir lui un peu plus tard, mais qui va attiser une sorte de tension entre le père et le fils. Donc ce dessin, outre le fait que les dessins de sculpteurs sont relativement rares, eh bien, il nous parle aussi de toute la réalité humaine qui se cache derrière ces très grands chantiers d'architecture du duc Léopold de Lorraine. Alors, parmi les dessins qui sont conservés dans le on trouve aussi un certain nombre de projets pour la primatiale de Nancy, la cathédrale de Nancy. Alors, le bâtiment a été construit au début du XVIIIe siècle, sur les plans de Giovanni Beto. Ensuite, il a été repris par Jules Hardouin-Mansart et il a été terminé par Germain Boffrand. Et dans le recueil, il y a un certain nombre de plans, de projets qui sont de l'agence Boffrand, et certains dessins sont même signés de la main de Germain Boffrand. Donc on a des éléments d'architecture. Alors il va y avoir le maître-autel, il va y avoir le plan des pavages aussi, du pavé qui se trouve dans le cœur de la cathédrale. Donc ces projets-là datent entre 1727 et 1729. Un des nombreux documents intéressants, mais il y en a tellement qu'on pourrait y passer des heures, c'est ce plan, un plan inédit concernant le grand projet de reconstruction lancé par le duc Léopold pour son palais ducal, donc dans la vieille ville de Nancy. Alors là, on est quand même sur un projet d'envergure, puisque le bâtiment que projette Germain Boffrand aurait dû être à peine plus petit que Buckingham Palace. Donc pour vous donner une idée qu'au fond de la place de la Carrière, on aurait pu avoir quasiment la façade de Buckingham Palace ici à Nancy. Et ce dessin en particulier est intéressant parce qu'il nous raconte l'histoire du chantier, un chantier qui a cumulé les malchances, parce qu'il est très ambitieux, il l'est trop pour les finances du duc Léopold. Mais il y a plein de choses qui restent encore. Là, il y en a pour des années de recherche. Il y a des articles et des articles dans des revues spécialisées qui vont faire parler de ce recueil et de la bibliothèque municipale. On va avoir des chercheurs qui vont venir se pencher sur plein de détails. Donc ça va alimenter encore une fois ce processus de la recherche qui se fait de génération en génération. Tu as la fierté d'avoir un peu fait quelque chose et bien ton travail, et en même temps toujours l'humilité de te dire « ouais, mais c'est que une étape dans un processus plus long où tout le monde va apporter sa pierre ».